c'en est fini de son pouvoir de nuisance. Tout à fait. Alors, je pense que pour Marine Le Pen, les choses se posent de cette manière-là. C'est-à-dire que Marine Le Pen n'avait peut-être pas le choix que de voter la motion de censure. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une question de fenêtre de tir. Quand vous mettez à la place de la présidente du Rassemblement national et que vous voulez effectivement faire tomber le gouvernement à un moment donné, peut-être pas le plus tôt possible, quelle avaient été les fenêtres de tir possibles ? On avait cette fenêtre de tir-là au budget, mais ensuite, après le budget, y avait-il une fenêtre de tir avant la dissolution ? Or, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, les propositions de loi qui étaient en train de faire, enfin, les projets de loi, qui étaient en cours de construction par le gouvernement, étaient notamment celles de Bruno Retailleau sur le narcotrafic et la loi immigration en janvier et en février. Difficile pour le Rassemblement national de censurer un gouvernement sur ce type de propositions qui vont plutôt dans le sens de ce qui intéresse les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. C'était du one-shot, enfin il y avait le 20 décembre. Exactement, et puis ensuite après le deuxième problème c'était à partir du 31 mars, il y a l'ouverture du procès de Marine Le Pen et donc après effectivement si elle censure à partir de ce moment-là, c'est compliqué pour elle d'expliquer que ce n'est pas par rapport à son procès. Et donc en fait vous arrivez à une situation où si elle voulait voter une motion de censure, il n'y avait finalement que le budget pour le faire. C'est une bonne analyse. C'est compliqué de voir où est la priorité en fait. C'est compliqué et puis surtout c'est que le Parti socialiste vit aujourd'hui à travers ce que je pourrais appeler un braquage électoral. C'est-à-dire qu'en fait, jamais un parti aussi faible dans l'opinion publique des Français. Il faut quand même rappeler ce que c'est que le Parti socialiste en termes de nombre de voix, en termes de pourcentage à l'élection présidentielle. En 2017, ils ont fait 5% avec Benoît Hamon. En 2022, Anne Hidalgo fait 1,7%, c'est-à-dire moins que Nicolas Dupont-Aignan, moins que Jean Lassalle. Et pourtant, le Parti socialiste se retrouve avec 66 députés, ce qui est quand même quelque chose qui est hallucinant d'avoir autant de députés avec aussi peu de voix à l'élection présidentielle. De la même façon, ils se retrouvent avec, ils ont toutes les grandes administrations de l'État, la Cour des comptes, le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle, etc., avec 1,7% des voix. C'est un vrai scandale aujourd'hui. Et effectivement, cela est permis par justement cette alliance de la honte que vous venez de décrire, parce que effectivement, sans le nouveau Front populaire, nous on est en train de travailler sur une étude sur le nombre de parlementaires qui ont bénéficié du Front républicain avec la France insoumise, que ce soit chez les socialistes, chez les écologistes ou chez même une partie du bloc central. Vous avez aujourd'hui au Parti socialiste près de un tiers, un maximum un tiers des députés qui ne vit que grâce à cette alliance avec la France insoumise. Sans cela, chevaux dépareillés qui tirent en sens inverse. 30 secondes, vraiment. Et en 10 secondes même, peut-être. Ouais. Et un dernier point aussi qui est ajouté dans le type des consultations, c'est pour le Parti socialiste, c'est la fiabilité. Quand vous mettez à la place du président de la République et que vous avez effectivement Olivier Faure qui vous dit jour A, je veux peut-être monter au gouvernement, jour B, je ne monterai pas au gouvernement, jour C, je ne vais pas le censurer, puis ensuite je vais le censurer. Donc il y a aussi un problème, une problématique constante aujourd'hui pour le Parti socialiste, c'est est-ce qu'ils sont fiables pour les autres acteurs, notamment les acteurs du bloc central. J'aimerais quand même qu'on prenne juste quelques minutes avant la fin de cette émission pour parler du Mercosur, parce que c'est quand même l'actualité. Une désindustrialisation excessive depuis les années 80, parce que quand vous regardez par rapport à 1980, on a perdu 2 millions d'emplois industriels. C'est quelque chose qui est colossal, on ne s'en relèvera peut-être jamais. Et dans l'automobile, ce qui est un des toutes les filières sont dans le rouge. Dans l'automobile, vous prenez aussi la sidérurgie, vous prenez le ferroviaire, etc. Toutes ces entreprises-là ont des grosses difficultés parce qu'effectivement, nous leur avons imposé un certain nombre de codes et de normes qui sont absolument délirantes. On a aussi renchéri de manière abusive le coût du travail en surfinançant la protection sociale depuis les années 80-90. Et donc on se retrouve finalement dans une situation où on a une industrie qui n'est plus compétitive sur la partie compétitivité-coût. C'est-à-dire qu'en fait, le coût du travail coûte trop cher en France pour pouvoir exporter. Et elle n'est même plus finalement compétitive suffisamment sur la partie hors coût, puisque sur ce qu'on appelle la qualité à la française est dépassée par la qualité allemande, par les qualités des pays est-asiatiques notamment, ou même par les États-Unis. Et donc on se retrouve finalement avec un positionnement moyenne gamme qui ne permet pas d'exporter. On n'est même plus dans l'excellence. Alors même que alors que le commerce international aujourd'hui est complètement dérégulé, puisque l'Organisation mondiale du commerce aujourd'hui ne fonctionne plus, et donc finalement ça devient la loi de la jungle et le plus faible perd, et malheureusement pour nous, la France est dans les plus faibles. Un dernier mot sur l'opportunité ou pas de reconduire cette femme à la tête de la et parce qu'il a perdu toute son influence, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et effectivement, Emmanuel Macron, il porte une immense responsabilité dans la perte d'influence aujourd'hui de la France dans les institutions européennes. Non, mais par exemple, vous n'avez pas bien entendu ce qu'il a dit. En 2017, il était présenté comme effectivement le nouveau leader de l'Europe. C'était la une du Times, et donc celui qui devait conduire l'Europe vers la prospérité, la paix, etc. Or aujourd'hui, il se retrouve finalement hyper isolé. Au Conseil des chefs d'État, il est complètement isolé parce qu'il s'est brouillé à peu près avec tous les chefs d'État, Giorgia Meloni notamment, avec également
le Royaume-Uni, enfin le Royaume-Uni avant le Brexit, puis ensuite l'Allemagne également avec Olaf Scholz, ça se passe pas bien. Au Parlement européen, son groupe Renew a pris une catastrophe électorale, et puis de la même façon à la Commission, il a perdu toute son influence, parce que Van der Leyen fait ce qu'elle veut. Vous avez vu la une de